Mmh. Eh bien, bienvenue à tous pour cette, invitation à la vague d'amour et de paix de Michel Maxime Heger. On est très heureux, de t'accueillir ce soir, en grande résonance, avec, voilà le livre que tu viens de publier. On va en parler un peu. Michel Maxime, tu es sociologue et écothéologien. Tu as écrit très récemment un manuel de transition intérieure qui s'appelle Reliance, avec cette idée de relier finalement, transition, militante et transition intérieure. Ça nous rejoint énormément en tant que vague d'amour et de paix. C'est même le thème de notre année, autour de cette idée de médite-action. On ressent très fort que, la méditation, c'est pas juste un mouvement de retraite du monde, mais c'est un mouvement d'entrée quelque part dans le monde. Et on a adoré du coup, ben, ta vision que tu soutiens aussi avec ton laboratoire Trilogie, laboratoire de transition intérieure, en quête de cette unité finalement entre, cette, capacité à rentrer en soi, à prendre soin de soi, à s'écouter intérieurement pour en faire le point de départ d'une action, qu'on peut appeler militante ou citoyenne ou engagée en tout cas dans la cité. Et pour nous, bah, c'est vraiment le sens de l'histoire que de relier ces 2 mouvements en synergie. On a voilà, vraiment très à cœur d'écouter ton point de vue. Tu te dis d'ailleurs apprenti, personne apprentie, méditant, militante. C'est une posture qui nous touche beaucoup, cette dimension d'apprenti, cette idée qu'en fait on est tous en chemin et on a envie que ton chemin, ben, éclaire le nôtre. Et on est toutes oui, pour ces 30 prochaines minutes, voilà, d'écoute avec notre cœur, notre esprit, notre âme de à la fois méditant et militante. Et puis on aura un temps, à vous qui nous écoutez, pour, voilà, partager ensuite nos ressentis, nos questions. Donc je nous invite à cette écoute du cœur en fait, et d'entrer dans la résonance que tu nous proposes. Merci beaucoup d'être là. Eh bien, merci Sophia, merci Jean-Baptiste, merci à Vague d'Amour de cette invitation. Voilà, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous ce soir et de pouvoir avoir apporté ma petite contribution à ce parcours, à cette année sur la méditation, Mmh. aussi du coup à pouvoir cultiver notre lien. Et voilà, c'est vrai que je suis particulièrement heureux de pouvoir partager quelques considérations sur ce que moi j'appelle la personne méditante, militante. C'est cette figure de l'engagement alors, dont tu as répété, et vraiment je le souligne, que je me considère toujours comme un apprenti, et qui Mmh. est vraiment au cœur de mon parcours de vie, et qui, de fait, effectivement, traverse cet ouvrage que je viens de publier, mais en fait que nous venons de publier, puisqu'il a Oui. été coécrit avec deux pionniers et pionnières de la transition intérieure en Belgique, Élie Grosjean et Élie Wathelet, donc il vient de paraître chez Actes Sud. Mmh. Alors peut-être, bon, ben voilà, mon propos, ça va être en une petite trentaine de minutes. Évidemment, on ne pourra pas faire le tour du sujet, mais l'idée, c'est peut-être plus de donner comme ça quelques impulsions. Après, à chacun et chacune de vous de pouvoir en faire votre propre miel pour votre propre chemin. Alors, peut-être déjà une ou deux considérations sur cette expression de méditant, militant, personne méditante, militante. Alors, c'est vrai que parfois le mot militant peut un peu gêner certains. Donc là, oui, méditateur, méditatrice, c'est aussi très bien. Donc que chacun se sente, chacun et chacune se sente libre de mettre le mot qui lui convient. Dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup de sacred activism, une forme d'activisme sacré pour exprimer ce lien. Alors, peut-être d'abord deux points pour moi clés dans cette notion, pour éclairer cette notion. Une première, c'est vraiment que tu as déjà évoqué, c'est cette articulation mais profonde, entre, on pourrait dire, transformation de soi, c'est le pôle méditant, et transformation du monde, le pôle militante. Donc vraiment l'articulation entre un chemin de transformation spirituelle et un engagement éco-citoyen. Et ce qui est très important pour moi, c'est deux choses. D'abord, c'est le trait d'union. Et là, c'est une manière vraiment de souligner le caractère vraiment indissociable de ces deux termes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de, pour reprendre l'expression de Joanna Macy quand elle parle de transition, elle parle de changement de cap.
eh bien, il n'y aura pas de changement de cap, donc de grande transition, hein, au sens vraiment fort du mot transition, c'est-à-dire transirer, l'étymologie latine qui veut dire aller au-delà. Donc, on est bien dans, on n'est pas simplement à améliorer l'existant, mais dans un vrai changement de paradigme et de système. Donc, il n'y aura pas de changement de cap sans justement une articulation, parce que c'est complexe en fait, entre des changements à la fois intérieurs et extérieurs, mais aussi individuels et collectifs. Ça veut dire que là derrière, il y a une approche, il y a une vision du monde que moi j'aime bien appeler intégrale en fait. Donc, ça veut dire, pour le redire autrement, et là, on pourrait citer par exemple Etty Hillesum, hein, cette grande mystique juive qui a été gazée à Auschwitz, qui écrit dans son journal « Si rien ne change au-dedans, rien ne sera jamais vraiment changé au-dehors. » Et en même temps, pour que cela change au-dehors, dans la mesure où tous les grands problèmes auxquels nous sommes confrontés en lien avec la transition, que ce soit les dérèglements climatiques, que ce soit la sixième extinction des espèces, les inégalités sociales, etc., etc., dans la mesure où ces problèmes sont systémiques et structurels, eh bien, il convient aussi d'agir sur d'autres plans de réalité, les plans politiques, les plans sociaux, les plans économiques. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de comment on arrive à tenir les deux pôles ensemble. Et là, nous sommes avec le laboratoire de transition intérieure, donc, que j'ai créé au sein de 2 ONG suisses, il y a maintenant, c'était en 2016, nous sommes en train d'arriver au bout d'un parcours de 9 mois de la personne méditante-militante, vraiment un parcours de transformation. Et j'ai pu vraiment observer dans ce parcours à quel point, souvent, d'une manière inconsciente, parce qu'on a aussi notre esprit est formaté comme ça, on reste dans une forme de dualisme. C'est-à-dire qu'à d'un côté, il y a le pôle méditant, et puis de l'autre côté, le pôle militant, puis on se dit, alors là, est-ce que je suis plutôt méditante, plutôt militante, et en fait, vraiment, l'enjeu, c'est vraiment de toujours garder les deux ensemble. Méditant, militant. Alors là, c'est vrai que en fait, ce terme, il vient, et là, c'est toujours pour moi important de toujours rendre justice et d'honorer toutes les personnes, parce qu'en fait, voilà, on le dit d'ailleurs dans notre livre, qui a été aussi préfacé par Sophie Banks. Sophie Banks, c'est elle qui était aux côtés de Rob Hopkins en 2006, quand le mouvement des villes en transition a été lancé à Totnes. Et c'est elle qui, dès le départ, a porté ces dimensions de transition intérieure. Et la notion en fait, de méditant, militant, je l'ai emprunté à un cher ami décédé il y a quelques années, Jean-Thierry Fevelst, qui lui parlait en revanche de militant, méditant, sans trait d'union. Voilà. Mais ça a été vraiment très inspirant et aussi nos discussions. Et moi, j'ai mis vraiment le méditant avant. Alors, c'est une manière j'aurais envie de dire, de valoriser la dimension intérieure, parce que c'est vrai que c'est une dimension, et ça, je l'ai observé, moi qui suis quand même depuis maintenant bientôt 25-30 ans dans les ONG, dans les actions de transition de société civile, c'est une dimension qui est souvent négligée ou oubliée dans les actions militantes. Donc, c'est une façon justement de revaloriser cette dimension et aussi de souligner comment cette dimension intérieure, en fait, est une source, est un levier, et pour moi, un levier premier et fondamental de l'engagement. C'est vraiment là, dans cette descente à l'intérieur, que je vais pouvoir me connecter à ce qui va inspirer, ce qui va orienter, c'est-à-dire donner donner du sens, une direction, une orientation, et ce qui va aussi nourrir l'action, justement, de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment pour moi, alors, ma conviction, c'est que pour être féconde, moi je préfère le mot fécondité au mot efficacité, pour être féconde, toute action, tout engagement, en fait, doit partir du cœur profond. Donc, le mouvement, il est toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le faire, de l'invisible vers le visible, du ciel vers la terre, etc. En fait, pour le dire en des termes chrétiens, mais on pourrait l'exprimer de différentes manières avec d'autres traditions de sagesse, c'est une dynamique de l'incarnation, fondamentalement. Mais en même temps, si on met méditant en premier, ça ne veut pas dire que le pôle méditant est plus important que le pôle militant. Parce qu'en fait, en réalité, je reviens à ce lien, c'est comme s'il y avait une forme de circularité entre les deux. Moi, j'aime bien dire que c'est comme une danse, la danse du yin et du yang. Et en fait, la clé, c'est d'entrer dans la danse, et finalement, peu importe par quel bout. Et donc, de ne pas vivre les deux comme juxtaposés, mais vraiment comme non seulement une mise en boucle, mais moi, je dirais peu à peu,
comme une respiration. Hein, vraiment ce mouvement de l'inspire, que ce mouvement vers le dedans, le descente à l'intérieur, dans le cœur, vers la source, dans l'accueil du souffle, et puis ensuite, expire comme mouvement vers le dehors pour justement incarner dans la chair du monde voilà, cette inspiration et pouvoir aussi partager l'esprit et le souffle de la source dans une action. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier élément clé de cette figure de la personne méditante militante. Le deuxième élément clé, c'est que eh bien, dans une perspective de transition intérieure et de personne méditante militante, la manière de s'engager est aussi importante que l'engagement ou que ce pourquoi on s'engage. Donc, la manière de s'engager. Et moi, j'aime bien traduire ça, et c'est ce qu'on a fait dans cet ouvrage, Reliance. J'aime bien traduire cela, cette attitude intérieure, en fait, c'est cette manière, dans des attitudes intérieures que nous, on a appelées des vertus. Alors, des vertus, je dirais au sens pas des principes moraux comme ça auxquels se conformer, mais vraiment en retrouvant ce qui a été l'inspiration originelle de la philosophie antique, des traditions de sagesse, vraiment la vertu au sens justement d'aptitude, de disposition intérieure. On pourrait dire de puissance d'être, de puissance d'agir, au fond de force d'âme. Et dans le livre, eh bien, on va décliner justement une dizaine de ces attitudes et vertus. Il y aura la gratitude, l'émerveillement, la lucidité, l'humilité, la compassion, la bienveillance, l'humour, la patience, le courage, etc. Donc on a vraiment, et l'espérance, donc on en a décliné une dizaine, toujours en faisant des liens avec l'engagement et avec aussi les dimensions collectives. Alors, ces attitudes, ces vertus, c'est vraiment aussi, alors non seulement des leviers pour pouvoir justement, j'aurais envie de dire, nourrir et stimuler notre énergie intellectuelle, notre énergie affective, notre énergie spirituelle pour l'engagement, mais je pense que c'est aussi des pistes très importantes pour, et ça c'est vraiment des grands dangers quand on s'engage, prévenir l'épuisement. Moi, je constate quand même dans le monde de la militance, dans le monde de la transition, de la société civile, beaucoup d'épuisement et de burn-out, et qui est un syndrome d'ailleurs qui, comme l'éco-anxiété, va toucher un nombre important justement de transitionneurs, de transitionneuses et de personnes engagées, en particulier de jeunes. Ça va aussi être ce qui va permettre de prévenir ce que Pierre Rabhi appelait le PFH. Alors lui parlait de putain de facteurs humains. Alors nous, pour sortir justement, pour avoir une sensibilité genre, on a parlé plutôt de pénibles facteurs humains. On a rebaptisé le PFH. Mais en fait, ce PFH, voilà, dont on sait à quel point il peut miner finalement les projets, les initiatives, les mieux intentionnés, et puis justement comment, grâce à ces attitudes, on peut transformer ce pénible en précieux. Et puis je dirais que troisièmement, c'est peut-être aussi un moyen d'échapper ce que Patrick Vivray, le philosophe, appelle le militantisme sacrificiel. C'est ce militantisme qui revient en fait à sacrifier. Alors ça peut être son équilibre personnel, ça peut être sa vie de couple, ça peut être sa santé pour la cause. Voilà, la cause. Alors il y a la cause évidemment qui est hyper importante, qui est hyper essentielle, et puis on peut à un moment donné en fait le plus garder la bonne distance par à la cause, et puis finir aussi justement, et ça conduit à des épuisements, mais en fait à être dans ce militantisme sacrificiel. Alors, c'est vrai que ces vertus et ces attitudes, elles ne sont pas automatiques, elles se travaillent, elles se cultivent, et elles se cultivent au quotidien. Alors, j'ai mentionné toute une série de ces vertus, et puis là, j'aimerais, dans le temps qui me reste, simplement mettre l'accent sur, et puis c'est vraiment très en lien du coup avec la méditation, peut-être mettre l'accent sur deux éléments qui pour moi sont d'ailleurs très interconnectés et ont aussi, et je pense que c'est vraiment important, et je pense que Vague d'amour, alors je ne connais pas exactement son fonctionnement et ses structures, mais quand on est en transition, on n'est pas dans des démarches d'engagement individuel, on est toujours, en principe, dans des démarches collectives, dans des processus collectifs, dans des coactions. On agit, mais c'est toujours des coactions avec d'autres, et donc c'est aussi important de pouvoir soigner et travailler ce qui se passe dans le nous du collectif, en même temps d'ailleurs que dans le jeu de tous les jeux qui composent ce collectif. Alors, un premier grande vertu ou
ou disposition intérieure ou attitude intérieure de la personne militante, ça va être de préférer le non-agir à l'agir. Alors, ça paraît comme ça dit peut-être un petit peu abstrait ou difficile à comprendre, puisque évidemment que si on veut participer au changement de cap, à la transition, il convient d'agir. Mais en fait, il y a agir et agir. Et en fait, eh bien, la personne militante, à l'agir du petit moi, hein, le petit moi, l'ego volontariste, eh bien, va au fond substituer le non-agir au sens taoïste du terme. Hein. Vous savez, en taoïste, le mot chinois, c'est le wu-wei. Et ce mot, ça veut dire, quand on traduit du chinois, ça veut dire agir sans un effort piloté par la volonté et l'ego. Agir, mais sans un effort piloté par la volonté et l'ego. Donc, il ne s'agit pas de ne rien faire, mais il s'agit dans l'action ou avant l'action de se poser la question à partir d'où intérieurement et comment est-ce que j'agis. Donc, au fond, quand j'agis, qui est-ce qui est aux commandes et qui est-ce qui est au centre? Bon, c'est évidemment une question très complexe, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconscient qui peut intervenir là-dedans. Mais je dirais que pour le dire simplement, est-ce que c'est l'ego, avec toutes les forces cachées qui l'animent, hein, les passions, les peurs, les blessures, les manques, les envies, les dépendances, ces choses-là, voilà, et notamment toutes les blessures qui peuvent venir de l'enfance, qui peuvent venir de loin. Et cet ego, justement, qui veut assurer sa survie, qui sait, qui veut peut-être à un moment donné pouvoir s'affirmer, être reconnu, imposer ses idées, sa volonté, est-ce que c'est l'ego qui est aux commandes? Ou est-ce que c'est une autre réalité, j'aurais envie de dire une autre force, une autre énergie, plus grande que soi, et qui peut être, pour certains, ça va peut-être être la force du vivant, l'énergie de la Terre, l'énergie du cosmos, et puis pour d'autres, dans une démarche spirituelle, ça va être justement peut-être la puissance qu'on appellera du divin, le souffle de l'esprit, voilà. Peu importe finalement le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, c'est cette réalité, ce mystère, cette puissance, ce mystère dont témoignent pratiquement toutes les traditions mystiques. Et ces puissances, eh bien, elles agissent à travers nous, elles agissent en nous, évidemment, à partir du moment où on va nous y rendre présents, où on va ouvrir à l'intérieur de nous, vraiment dans le cœur profond, un espace pour qu'elles puissent agir. Et c'est précisément d'ailleurs un des sens et une des vertus de la méditation, que de créer cet espace intérieur pour justement devenir un réceptacle et accueillir ce souffle et cette puissance. Au fond, c'est un peu ce que nous dit Maître Eckhart, mystique rénan médiéval que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, dans un de ses sermons, il dit « Va dans ton propre fond, et là, agis, car les œuvres que tu fais là, elles vivent. » Alors ce fond, c'est le cœur, hein, c'est le cœur profond, le centre le plus central de notre être, comme disent les pères de l'Église. C'est le lieu de l'unité. Et on pourrait dire elles vivent, eh bien en fait parce qu'elles sont reliées. Elles sont reliées. Elles sont en fait, j'aurais envie de dire, pour reprendre alors un peu paraphraser Jean-Yves Leloup, que j'aime beaucoup aussi, elles sont l'expression, la manifestation de la vie avec un grand V, de la conscience avec un grand C, de l'amour avec un grand A, qui sont la source de toute vie, de tout amour et de toute conscience. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Une des premières grandes vertus, c'est ce non-agir qui, évidemment, enfin, vous l'aurez bien compris, est indissociable du lâcher-prise, de l'humilité en particulier. Ça, c'est la première grande disposition intérieure. Et puis une deuxième grande disposition intérieure pour moi, c'est vraiment la personne militante. Et là, ça va vraiment du coup aussi faire le lien entre ce non-agir et l'action, mais aussi en lien avec les collectifs, c'est la question du pouvoir. Ce qui est vraiment qui est un des grands tabous d'ailleurs souvent dans les collectifs, et des choses d'ailleurs dont on n'a pas non plus toujours conscience soi-même. C'est vraiment donc comment la personne militante va préférer le pouvoir de, ou le pouvoir avec, ou le pouvoir du dedans, au pouvoir sur, contre et du dehors. Alors je vais juste un petit peu déployer, ou en tout cas décompresser le fichier.
On a toute une série d'auteurs et de chercheurs, et je pense voilà, en particulier par exemple à Pablo Servigne et Gauthier-Chapelle dans leur livre La loi de l'entraide, qui justement ont montré l'importance de la coopération dans le vivant, qu'on a souvent d'ailleurs soit ignoré, soit négligé, soit sous-évalué par rapport à d'autres dynamiques, comme par exemple la compétition. Et justement, on sait à quel point la compétition est omniprésente dans nos sociétés, dans le monde économique, dans l'éducation. Et donc là, vraiment, une démarche de personnes méditantes, militantes, de transition intérieure, ça va être de développer un autre rapport au pouvoir, fondé non pas sur la compétition, la rivalité ou la domination, mais sur la coopération. Coopération. Et donc, ce pouvoir sûr de domination contre, où on est tout le temps en opposition aux autres, ou du dehors, parce qu'en fait, c'est vraiment un pouvoir voilà, qui joue sur des éléments extérieurs, ça peut être l'argent, ça peut être toutes sortes de choses, eh bien, et qui est en fait fondé sur un modèle hiérarchique, un modèle de domination, où l'autre, en fait, est un concurrent et un rival, eh bien, la personne méditante militante va opposer à ça ou partir de là pour transformer ça, pour aller vers un pouvoir de, c'est-à-dire en fait, pouvoir de, c'est-à-dire là, ce qui est important, c'est la capacité d'agir, de créer, de co-créer, de faire avec d'autres, justement, avec d'autres, et du dedans. Alors, le pouvoir du dedans, c'est notamment la néo-sorcière Starhawk qui en parle, c'est justement ce pouvoir qui prend sa source à l'intérieur de notre être, du plus profond de notre être. Et du coup, dans cette dynamique-là, eh bien, on n'est plus dans la peur, parce que ce qui domine dans la forme dominante du pouvoir, c'est la peur. Et là, on va pouvoir justement faire place à la confiance. Et ce qui est extraordinaire dans, en fait, ce pouvoir-là, c'est que ce n'est pas un pouvoir à somme nulle, comme dans le pouvoir sûr, parce que dans cette somme-là, ce que je gagne, tu le perds, alors que là, dans cette autre forme de pouvoir, c'est un jeu à somme toujours positive. Ce que tu gagnes, je le gagne. Et en fait, ce pouvoir-là, il est vraiment de l'ordre de l'être et non pas de l'avoir. Et il s'accroît justement, non pas à partir du moment où, comme le pouvoir sûr, je vais le garder pour moi, je vais essayer de l'accaparer, mais au contraire, je vais le partager. Et évidemment, un partage avec, ou ce qu'on va aussi partager, c'est des dimensions de sens, c'est un imaginaire, une certaine vision du monde, du vivant, de la nature et de l'être humain. Et puis, voilà, tout ça va pouvoir se développer dans des logiques de partenariat et dans des connexions profondes aux autres et à la toile du vivant. Ça, c'est pour moi un deuxième grande vertu ou grand axe de chemin de la personne méditante militante. Alors, j'aurais envie de dire, et ça, je vais arriver gentiment à ma conclusion, c'est que eh bien, ces attitudes, c'est finalement autant de manières, on pourrait dire, d'incarner cette célèbre phrase de Gandhi, qui est devenue un petit peu la devise de la transition et de la transition intérieure. Vous savez, deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, s'engager pour la transition, on pourrait le dire, du coup, c'est, au plan individuel et collectif, être la transition en marche, c'est-à-dire être soi-même la transition. Alors, il y a dans cette phrase, au fond, une exigence énorme. Et cette exigence, c'est celle de la cohérence. C'est celle de la cohérence, on pourrait dire aussi de l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce que l'on est ou prétend être, et puis voilà ce qu'on va mettre en œuvre. On pourrait continuer toutes ces dimensions de l'alignement. Alors, mon expérience, aussi à titre personnel et puis aussi dans les ateliers qu'on anime dans le cadre et qu'on propose dans le cadre du laboratoire de transition intérieure, c'est que cette phrase, selon la manière dont elle va être comprise et vécue, elle peut soit être un formidable aiguillon pour l'engagement, soit parfois aussi être une énorme pression, une énorme source de pression, de stress, peut-être même de découragement, voire de culpabilité, à la fois pour soi et pour les autres, parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Et de fait, ben voilà, moi-même, je suis encore loin d'être cohérent, et je connais, à vrai dire, très peu de personnes, et encore moins de collectifs, qui sont parfaitement cohérents.
C'est pour ça que moi, je pense que c'est important de garder une dimension, une approche dynamique, comme d'ailleurs dans tout ce que j'ai pu proposer là, qui est vraiment de l'ordre de propositions, hein, c'est des invitations, mais c'est vraiment d'avoir une vision dynamique de la cohérence. Et de ne pas avoir, et que la cohérence, eh bien, c'est pas, comment dire, de voir la cohérence comme une dynamique de désir et d'ajustement. Donc vraiment, moins comme un état ou une perfection que comme une tension vers la cohérence. Et ça, c'est l'humilité, évidemment, dans une conscience de plus en plus fine de toutes nos incohérences. Et ça, justement, c'est la source de l'humilité. Donc voilà, être dans un mouvement, sans culpabilité, sans culpabilisation, vraiment avec beaucoup de bienveillance et en même temps de rigueur. Hein. Et c'est comment de nouveau garder les deux. À la fois la souplesse, mais une souplesse justement qui n'est pas rigide, mais avec une dimension de rigueur et une dimension de bienveillance. Et ce qui est important dans cette tension, dans ce mouvement, c'est vraiment le désir. C'est vraiment le désir. Et ça, j'aimerais souligner ce point parce que on voit à quel point quand on essaie, voilà, et ça on peut retomber quand on se donne comme ça des objectifs voilà, qui sont un petit peu extérieurs à nous, de l'ordre justement de la cohérence. Et puis parce qu'on est justement souvent dans la transition, dans une transition du il faut. Et puis on nous dit tout ce qu'on devrait faire et mettre en œuvre dans nos modes de vie, dans nos comportements, les éco-gestes au quotidien, les engagements citoyens et tout. Voilà. Et tout ça, évidemment, est important, est juste, est nécessaire. Mais on voit bien que quand on veut essayer de mettre ça en œuvre, à un moment donné, ça peut devenir un peu laborieux et un petit peu fatigant à partir du moment où tout ça est simplement posé comme en extérieur de nous, comme quelque chose à quoi on devrait se conformer, comme finalement des nouvelles normes. Bien, ma conviction, et notre conviction, voilà, à Tilly Grosjean et Lee Watley et à moi, c'est vraiment que pour qu'un engagement de transition intérieure de personnes militantes soit durable, soit profond, il faut qu'il soit profondément ancré dans l'être. Et donc, que le fondement de notre engagement, ça ne soit pas seulement une réflexion intellectuelle à base de chiffres, de rapports, d'injonctions, d'infos, etc., mais vraiment un mouvement du cœur. Je reviens à ce mouvement du cœur. Et ça suppose aussi que toute cette information sur les problèmes liés, voilà, les problèmes, les souffrances de la terre, les souffrances du vivant, et bien que ça ne reste pas justement quelque chose de mental, c'est-à-dire lié à une information, parce que en fait, être lucide et être conscient, c'est plus qu'être informé, c'est être touché. Donc vraiment que toute cette information puisse descendre de la terre, de la tête, pour venir à l'intérieur, pour toucher le cœur. C'est ce que Thich Nhat Hanh disait à ses disciples, qui venaient le voir et qui lui disaient, Maître, est-ce que nous pouvons faire par rapport notamment à tous ces problèmes écologiques? Et il leur disait, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'écouter en vous les échos de la terre qui pleure. Écoutez en vous les échos de la terre qui pleure. Donc vraiment avoir vraiment le cœur touché, hein, c'est le René Char qui dit la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil, à la fois quelque chose qui éclaire et en même temps quelque chose qui brûle, quelque chose qui touche. D'ailleurs, le pape François, dans la Laudato Si', à un moment donné, il dit aussi « Osez transformer en souffrance personnelle ce qui arrive à la terre ». Et il ajoute d'ailleurs, et à partir de là, c'est à partir de là qu'on va pouvoir découvrir quelles pourraient être nos contributions à la guérison conjointe de la Terre et de l'humanité. Donc ça veut dire que, c'est le deuxième point, que le moteur, ce n'est pas lui, il faut, voilà, comme souvent, il y a une écologie extérieure qui est vraiment de l'ordre, ou horizontale qui est de l'ordre du il faut, mais vraiment le désir. Et ce désir, il est lié à notre singularité, à notre unicité. Nous sommes chacune et chacun différents, uniques. Et cette unicité, elle a à voir avec qui nous sommes, avec notre histoire, avec nos compétences, avec les conditions dans lesquelles nous vivons, qui peuvent être plus ou moins privilégiées d'ailleurs. Donc, nous sommes tous différents, et ça veut dire que les engagements à partir de ce désir, les engagements pour le changement de cap, pour la transition, eh bien, vont être multiples. Ils vont être diversifiés. Et on a besoin de cette très, très grande diversité. Pour certains, ça va être de l'éco-activisme à travers, par exemple, je ne sais pas, Extinction Rebellion, descendre dans la rue, marcher pour le climat, faire des pétitions, du lobbying, etc.
Pour d'autres, ça va être plutôt un accent mis sur les changements de comportement des autres modes de consommation. Pour d'autres, ça va être plutôt des tisseuses ou des tisseurs de liens pour recréer de la convivialité. Pour d'autres, ça va peut-être être de pouvoir œuvrer à raconter des nouvelles histoires qui réouvrent des possibles, etc., etc. Donc vraiment, on a besoin de cette extraordinaire diversité. Et là, ce qui est important, c'est justement de se connecter à ce qui est vivant, à ce qui est vibrant au fond de nous, pour, à partir de là, justement, laisser émerger ce que pourrait être notre contribution. Et puis le dernier point, et je vais terminer là-dessus, eh bien, ce qui est important, c'est d'être en fait aussi porté en lien avec ce mouvement du cœur et ce désir, eh bien d'être quand même porté par une vision. Là, je parlais déjà des récits, c'est-à-dire vraiment une vision, ça c'est vraiment John Massey, l'éco-philosophe, à l'origine du travail qui relie, qui le dit, être porté, animé par une vision qui nous inspire, qui nous porte. Alors là, on a vraiment toute cette dimension de l'imaginaire. Parce que, dit-elle, seule une destination, et on pourrait dire, voilà, on transite, mais on transite pour aller quelque part. Et la transition, ce n'est pas une idéologie, c'est-à-dire que ce quelque part vers lequel on doit aller, bien sûr, qu'on en connaît grosso modo les grands principes pour sortir de ce système croissanciste, productiviste et consumériste qui détruit et qui épuise le vivant, mais en même temps, voilà, une destination, comme elle dit, qui nous enflamme, on revient à ce cœur brûlant, et qui du coup va aussi être ce qui va nous permettre de nous donner l'énergie et la détermination avec d'autres, parce que cette vision, c'est important qu'elle soit partagée, pour pouvoir, évidemment, faire face et traverser tous les obstacles qui ne vont pas manquer de surgir sur notre chemin. Voilà, j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là, comme un certain nombre de petites premières impulsions sur ce chemin de la méditation, en tout cas vu tel que nous l'avons un peu développé dans cet ouvrage remis. Merci, j'espère avoir été clair et merci de votre attention. Merci Michel Maxime, grand merci. On évoquait un petit temps de résonance ou de questions et peut-être on peut juste accueillir quelques instants en silence tout ce qui résonne en nous et ce qui a pu être touché dans ce que tu as dit, qui était en tout cas personnellement assez puissant pour moi. Je vous invite à peut-être fermer les yeux quelques instants et accueillir tout ça dans notre cœur profond. Et on aura un temps de méditation un peu plus long d'ici quelques minutes, mais on a la chance d'avoir encore 7-8 minutes avec Michel Maxime. S'il y en a qui ont envie de partager ce qui les a touchés ou s'il y a une question, une envie de demander des précisions, la parole est à vous. En tout cas, déjà, moi, une première résonance. Ah bah, il y a Margot. Moi, je voulais juste simplement dire que on le sentait, on le savait déjà, mais que déjà, ça fait un immense écho avec notre vision à la vague d'amour. On se rejoint vraiment profondément sur, je pense, chacun des points que tu as dit et une magnifique illustration de comment on souhaite partager cette vague d'amour qui est au service d'une transition. Alors là, c'est un groupe de méditants qui se met ensemble pour envoyer une énergie de vie, d'amour pour celles et ceux d'entre nous, dont fait partie aussi, qui sommes aussi militants dans le concret, et sentir qu'ensemble, on peut créer une impulsion forte, une énergie qui ne nous appartient pas, qui est au-delà de nous, mais qui passe par nous, pour soutenir ce mouvement essentiel aussi dans le concret, pour aller vers cette transition dont tu parles. Tout en se ressourçant. En se ressourçant, partant du désir. Et voilà, Margot, il y avait à l'Arche de Saint-Antoine-l'Abbaye, une communauté non violente et agissante. Une question. Totalement militante. Bonjour, moi j'ai une question. En fait, je sens
vraiment quelque chose à l'intérieur de mon cœur qui me dit c'est juste. Et j'ai fait le chemin de quitter la Suisse, donc ça me fait beaucoup rire parce que il y a une personne qui... Bref, c'est pas important. Et ma question, c'est vraiment ce que je sens juste dans mon cœur est souvent confronté à l'intellect. Je dis pas à l'intelligence, je dis vraiment à l'intellect des personnes à qui je le partage. Et je peux pas l'expliquer parce que ça ne s'explique pas avec des mots. En tout cas, je n'ai pas ces mots. Et je me retrouve du coup bouleversée parce que je suis face à plein d'humains, notamment par exemple en communauté. Et ma question, c'est vraiment euh, comment faire naître ce monde que je sais possible, que je sais exister, qui, et pas me faire ravaler par c'est la jeunesse, c'est la fougue ou d'autres choses de oui, mais ça marche pas, enfin, c'est trop compliqué. Et vraiment garder cette intégrité, cette cohérence que je sens face à cette rationalité. Alors qu'en fait, je ne peux pas avoir d'argument rationnel et c'est super perturbant du coup. Je ne sais pas si c'est clair ma question. Voilà, merci. Mais juste encore une petite question. Donc là, bonsoir Margot, et merci d'ailleurs aussi de. J'ai découvert ton mail que hier parce qu'il s'était perdu dans les spams. Donc voilà. En fait, Margot, c'est moi, elle, c'est Mathieu. Ah, pardon. J'ai cru que c'était Margot. Bon. Mais donc là, tu parles de ce que tu vis dans la communauté, en fait. Dans ma vie en Dans ta général, vie en moi, général. j'étais au Petit Bochet avant. Ah, bah oui, Bah oui, oui, bah c'est pour oui. ça. Je précise. Je suis descendue Voilà. à vélo, rencontrer l'Arche pour voir d'autres modes de vie. Et puis maintenant, je suis juste avec mon vélo. Ben voilà, bon, ben oui. Ben, Pour plus de cohérence. ouais, ouais. Mais donc, c'est une question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, c'est que toi, enfin, je pense que c'est important à titre personnel de continuer à cultiver ce lien avec le cœur, avec ce qu'on sent vibrant, ce qui est juste pour nous. Et donc, vraiment de cultiver ça, c'est-à-dire parce que c'est vrai que, comment dire, on est tout le temps confronté, mais moi-même, je suis confronté, même au sein, par exemple, de l'ONG qui porte le laboratoire de transition intérieure, je suis en permanence confronté, j'aurais presque envie de dire, à d'autres niveaux de conscience aussi. Donc, peut-être que d'ailleurs, le chemin de méditant, méditante, c'est d'arriver à avoir, comment dire, un champ de conscience de plus en plus large qui permet aussi d'embrasser les autres champs de conscience et de pouvoir, d'une certaine manière, pouvoir rejoindre les autres là où ils sont, sans que ça devienne peut-être très vite confrontant, si tu veux. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est très important de ne pas rester tout seul par rapport à ça. Donc vraiment de pouvoir cheminer avec d'autres qui sont justement dans cette même énergie, qui sont dans cette même quête, qui sont dans cette même recherche. Et ça c'est aussi ce qui va permettre d'être très résilient par rapport à tout ce qu'on va devoir affronter, qui va nous donner beaucoup plus de force pour traverser ce qu'il y a à traverser, qui va aussi nous donner aussi, je dirais, suffisamment de force et d'assises pour pouvoir témoigner. Et je crois que moi j'ai fait pendant très longtemps du lobbying politique. Je suis très heureux au laboratoire de transition intérieure, c'est que j'ai plus de travail de conviction à faire, en fait. C'est-à-dire qu'on a juste à offrir des espaces et puis à témoigner de quelque chose et puis finalement, eh bien, laisser les autres finalement faire leur propre chemin. Et puis ça résonne pas, ça résonne un peu, ça résonne beaucoup. Mais je dirais que être plus dans une démarche de témoignage et de rayonnement et d'ouverture aussi, d'essayer de comprendre profondément où les autres sont, pour peut-être à un moment donné aussi peut-être trouver les mots ou l'attitude intérieure qui va leur permettre à eux peut-être aussi d'ouvrir quelque chose pour que quelque chose puisse passer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà ce qui me vient spontanément. Oui, merci. Merci. C'est des éléments de réponse qui m'aident dans mon chemin. Merci. Oui. Peut-être encore le temps d'une résonance ou d'une question.
On a notamment Oui. des personnes qui font partie d'un mouvement Éclore, je crois, se trouvent aussi dans cette posture de militants méditants. Je ne sais pas s'ils ont une résonance à apporter. Bah, moi, la première, mais en tout cas, avec certaines personnes qui sont là, je pense à Michael, Nadège, on a été confrontés dans notre collectif à vraiment cette question, une conviction très forte que rien ne se ferait si ça ne partait pas de cet endroit du cœur. euh, pour se mettre en action. Michael, tu parlais aussi de, voilà, de l'action, c'est l'être, quelque part, c'est cette capacité à agir depuis l'être. Et pourtant, dans notre collectif, c'est pas si évident dans les faits, en fait, de mettre ça en œuvre quand il s'agit de tenir sur la durée, de faire avancer le projet. On a senti nous aussi, on a été traversés par cette dualité, alors qu'on est foncièrement convaincu qu'il n'y a pas de dualité, mais dans la manifestation, il reste voilà, de la dualité, pas tant dans la tête ou même dans le cœur, mais dans l'action. Et voilà, j'imagine que c'est aussi le temps, l'expérience, les retours d'expérience qui peuvent nous aider à devenir cohérents collectivement et pas seulement individuellement. Donc, c'est plus un témoignage. Alors peut-être juste, je ne vais pas parce qu'on arrive au bout, mais juste par rapport à ça, je pense que ça pourrait quand même être intéressant. Alors je ne sais pas quel type de gouvernance vous avez créé pour votre collectif, mais je veux dire, on a maintenant quand même toute une série de démarches et d'outils de ce qu'on appelle de gouvernance partagée. Alors ça peut être la sociocratie, l'holacratie, en fait, de toute manière, bon, il y a plein de pistes et plein d'outils, de processus que je pense, alors de nouveau, c'est des outils, donc ils ne sont pas absolutisés. Et puis de nouveau, ce qui est important, c'est la posture intérieure avec laquelle on va les incarner, mais quand même, mettre en place certains de ces outils peuvent être une très très grande aide pour un collectif, pour pouvoir justement ça a à voir avec la manière dont on décide, à voir la manière dont on partage le pouvoir, voir la manière dont on fait circuler la parole, etc., etc., comment on travaille la bienveillance, la souveraineté, en fait, toutes ces choses-là. Je pense que ça peut vraiment être, ça peut vraiment valoir la peine à un moment donné de mettre en place un certain nombre de ces outils de gouvernance partagée. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait et c'est vraiment très, très précieux et ça nous aide beaucoup, quoi. Merci. Voilà. Donc, je peux que vous encourager à aller un petit peu dans ce sens-là, quoi. Tout à fait, réflexion en cours et on va terminer là-dessus. À la vague d'amour, on se forme à cette gouvernance inspirée avec la coosphère et cette idée d'inspirer pour expirer. Voilà, tu parlais de gouvernance partagée, et puis donc on est en contact avec des gens qui sont inspirés de ce mouvement de gouvernance horizontale, mais qui ont aussi rajouté cette dimension transcendante et d'écoute du cœur profond, de l'âme du groupe, de l'âme du projet. Et partir à partir de là, c'est vraiment très, très inspirant. Et donc, c'est Jean-Luc Champougny qui a fondé cette approche, qui était un des membres fondateurs de la Vague d'Amour au départ, qui est plutôt dans les personnes ressources actuellement, et qui présentera un petit peu son approche en septembre. Voilà, le premier dimanche de septembre, vous en entendrez parler d'ici là. Et Super. grand merci. Mais merci à chacune et chacun. C'était une joie d'être avec vous. Mais d'ailleurs, je vais rester avec vous pour Oui. ce moment de méditation. Ce temps de méditation, donc du dimanche soir, de chaque dimanche soir. Voilà, j'ai demandé à chacun peut-être d'éteindre ses micros. Donc, voilà, on se retrouve chaque dimanche soir. Donc, les personnes qui sont là spécialement pour la première fois, on vous invite aussi à revenir, si vous le souhaitez, les prochains dimanches à partir de 20h45, ou de le faire chez vous, soit là, sans forcément d'être par Zoom. Et puis, chaque premier dimanche du mois, on a ces interventions. Donc là vraiment un grand merci pour cette inspiration, Michel, Maxime. Et donc, on va vous inviter à ce temps de silence, à adopter une posture plutôt verticale, comme reliée entre la terre et le ciel. À fermer les yeux. Et à prendre contact avec notre souffle, avec cet inspire et cet expire. À la fois l'inspire pour aller profondément à l'intérieur, connecter avec ce cœur profond, avec cette source infinie d'amour. Et sur l'expire, proposition de se laisser traverser et laisser diffuser ce souffle
dans une grande vague d'amour et de paix qui va bien au-delà de nous et qui rejoint aussi toutes les communautés qui sont connectées à la vague d'amour, qui ne sont pas forcément sur Zoom le dimanche soir. On est en lien avec cette immense vague d'amour et de paix. Bonne méditation.
Hmm. Merci pour ce souffle partagé. Hmm. Pour cet inspire-expire précieux au monde. Merci Michel et Maxime d'avoir été là, et puis à toutes les personnes méditantes, militantes, quels que soient les mots, vous êtes là, on vous en remercie. Puis cela inspirer nos actions et nos êtres. Hmm. Alors, une très belle semaine, enfin, déjà soirée, puis semaine à chacun, chacune. Plaisir de partager d'autres moments de connexion ensemble. Bienvenue tous les dimanches soirs. Voilà, merci. Hmm. Au revoir. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Gratitude. Et puis, bonne soirée, bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.